Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires. Nous sommes en direct sur Alsace 20. Bonsoir à toutes et à tous. Même le générique a été un petit peu écourté ce soir. Ça tombe bien, on a besoin de beaucoup de temps. Une émission largement consacrée aux annonces du Premier ministre et du gouvernement sur la nouvelle collectivité alsacienne. On va en parler dans un instant avec nos invités, notamment en plateau Jean-Georges Trouillet d'Unserland, Bernard Schwengler de l'Ovipal, l'Observatoire de la vie politique en Alsace. On retrouvera les réactions à Paris de Jean Rotner, de Frédéric Bierry et des différents élus alsaciens aux côtés d'Anna Britz. On va parler de sport, évidemment, quand même, comme chaque lundi, ce sera avec Marine Zis tout à l'heure, on parlera basket notamment. On va parler actu avec Camille dans un instant, on parlera de grains de sel et de gastronomie, évidemment, avec Nicolas Riffel. Tout ça, c'est votre programme des 60 prochaines minutes, émission un petit peu particulière et programme un petit peu bousculé. On commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Camille Roland. Bonsoir, au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir. Quel avenir institutionnel pour l'Alsace? Les grandes lignes vont être dévoilées par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon. Un scanner dernière génération pour lutter contre le cancer à l'hôpital de Mulhouse. Et puis ça y est, le célèbre sapin strasbourgeois est de retour place Kléber. Et tout de suite, direction Paris. Le Premier ministre Édouard Philippe a rencontré les élus alsaciens à Matignon cet après-midi pour évoquer le futur de l'Alsace. À l'issue de cette rencontre, les contours de la collectivité alsacienne, fusionnant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ont été précisés. La nouvelle entité sera baptisée Collectivité européenne d'Alsace et verra le jour le 1er janvier 2021. Elle sera dotée de 4 compétences: coopération transfrontalière, développement du bilinguisme, attractivité du territoire et gestion du réseau routier, notamment l'A35. On écoute le Premier ministre Édouard Philippe au micro de Anna Britz et Nora Boiriwa. C'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain, c'est-à-dire de partir de la base des compétences départementales des 2 départements alsaciens pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. Et retrouvez toutes les réactions des élus alsaciens à Matignon dans quelques instants. Vous avez peut-être déjà dû passer un examen médical appelé TEP-scan. Cet appareil d'imagerie médicale permet principalement de diagnostiquer et suivre un cancer. L'hôpital Émile Muller de Mulhouse vient de se doter d'un de ces scanners à la pointe de la technologie. Plus d'explications avec Marine Zis. Un TEP-scan comme celui-ci, vous n'en verrez pas souvent. Il n'y en a qu'une dizaine dans le monde, seulement 2 en Europe. Et depuis sa mise en service à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse il y a 3 semaines, c'est le premier appareil du genre en France. Son détecteur numérique, plus grand et plus sensible que le précédent, permet d'améliorer considérablement la qualité des images. Aujourd'hui, on peut visualiser des lésions qui sont plus petites. Donc elles étaient déjà visibles sur l'examen précédent, mais elles étaient noyées dans d'autres informations, dans d'autres images qui étaient un petit peu hétérogènes. Et là où dans certains cas on avait des zones de gris, on était parfois embêté à déterminer le caractère normal ou pas de certaines lésions qu'on voyait. Et avec cette nouvelle machine, les choses sont plus tranchées. Donc l'interprétation en est facilitée. Ce TEP-scan permet également de réduire le temps d'examen qui sera désormais aussi moins nocif en termes de radiation pour les patients. Mais acquérir un tel appareil a un coût. C'est grâce à un partenariat entre hôpitaux publics et privés du Haut-Rhin que cela a été possible. Le GHR de Mulhouse Sud-Alsace, la fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse et les hôpitaux civils de Colmar. C'est une location. Une location, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. Aujourd'hui, cette location qui prend en charge également tout ce qui est matériel, maintenance, c'est 3 millions d'euros. Donc partagé là aussi entre les 3 membres de ce groupement de coopération sanitaire. Le fait que la technologie évolue en permanence, c'est plus intéressant de rester sur un principe de location. À l'avenir, d'autres examens pourront être réalisés grâce à ce TEP-scan, des examens cérébraux notamment, qui permettront de diagnostiquer les maladies de démence, comme Alzheimer par exemple.
Un géant vert a été transporté par convoi exceptionnel ce matin alors que Strasbourg se réveillait. Le grand sapin de Noël est arrivé place Kléber et cette fois-ci l'installation s'est faite sans encombre. Haut de 30 mètres et 7 cm, l'emblème du marché de Noël ne risque pas de tomber. Il a été choisi minutieusement au cœur de la forêt de Wangenbourg. Une installation qui sonne le début de festivités de fin d'année. Un reportage de Cécile Motz. Deux grues n'étaient pas de trop pour soulever ce mastodonte de plusieurs tonnes. Mission réussie, le sapin s'élève à nouveau place Kléber. Et malgré le froid hivernal, ils étaient nombreux à être les témoins de cette arrivée en grande pompe. Habitués de l'opération ou simples passants, ils ont tous pu examiner ce maître des forêts en pleine ville. Il est peut-être un petit peu plus bas que l'an passé, un peu plus court, mais il est beau. Moi je viens tous les ans, hein. Il y a 6 ans que je vis ici, 6 ans je suis fidèle au poste. On est venu passer le week-end, on savait qu'il allait être posé, donc c'était l'occasion. On reviendra le voir décoré. Je le trouve un peu dégarni, mais bon, il tient debout, c'est déjà ça. Ça annonce le début de l'hiver déjà, on le sent bien. C'est impressionnant. Techniquement, c'est impressionnant de voir comment il soulève 30 mètres et voilà, avec les grues, il y a un peu de vent aussi, donc je pense que c'est pas évident pour eux. Après une semaine de recherche dans tout le massif vosgien, c'est cet arbre de 90 ans qui a été choisi. Coupé mardi dernier, il est arrivé à Strasbourg sur les coups de 6 heures ce matin. S'il trône au centre de la place Kléber, c'est parce qu'il répond à tous les critères, d'une hauteur d'environ 30 mètres de forme conique, accessible avec un diamètre de tronc suffisant et capable de supporter les vents. L'objectif, le placer dans son socle. Il est dans une fosse de 2 mètres, il va être bétonné là dans cette fosse. Et à partir de demain, on va le décrocher. Vous voyez là, toute la cime est complètement fermée actuellement. C'est pour éviter, la prise au vent et 2, que la grue l'abîme pendant les manœuvres actuelles. Et donc dès demain matin, on va l'ouvrir et c'est là où il va prendre toute son envergure. C'est compliqué à faire dans son salon pour son petit sapin. Alors imaginez avec un arbre qui fait 30 mètres de haut et 7 tonnes, c'est pas simple. L'arbre a des contraintes, il est attaché par le haut, il est tiré, donc en fait quand on le détache, des fois on a des mauvaises surprises. Tout est mis en place pour éviter les mauvaises surprises. Après l'installation, un véritable lifting attend le sapin. Pendant 2-3 jours, des branches lui seront ajoutées avant sa décoration. Et le sapin, cette année, sera bichonné. Cette année, on a pris toutes les précautions. Vous savez, l'an dernier, on a eu quelques malheurs avec le sapin de Noël. On en a eu 3. Le premier s'est fendu, le deuxième s'est cassé. Et donc cette année, on s'est dit, il faut capitaliser autour du Père Noël. Donc on a pris comme pays invité la Finlande, le pays du Père Noël. On a pris comme décoration lettre au Père Noël avec des enveloppes, avec des crayons, avec des cachets de Noël, le cachet Strasbourg, capitale de Noël. Si avec tout ça, on n'a pas sécurisé le sapin de Noël, c'est que vraiment, il y aurait un mauvais sort qui serait jeté sur Strasbourg. Mais on y croit fort et on a un très très beau sapin. On est fiers et puis ça lance les festivités. 2 semaines seront nécessaires pour décorer le sapin. Il devrait être fin prêt pour son inauguration le 23 novembre prochain, jour du coup d'envoi du marché de Noël. La préparation des festivités se poursuit donc. Certains arbres place Kléber prennent déjà des couleurs, de quoi donner un petit avant-goût de Noël. Veiller au respect et à la protection de la nature, c'est le travail de la police de l'environnement. 35 agents se sont rencontrés pour une opération de contrôle dans le secteur de Haguenau. Au programme, contrôler la circulation ou encore vérifier les mesures de protection de la faune et de la flore. Fanny Kunz est partie à leur rencontre. Ils sont près d'une trentaine d'agents des polices de l'environnement sur le départ à Haguenau. Au programme ce matin, 9 types de contrôles, comme des équipements dans des exploitations locales, la détention de faune sauvage autorisée ou encore le contrôle de mesures compensatoires, comme dans ce champ, converti en agriculture respectueuse de l'environnement. La récente réalisation d'un ouvrage a permis de localiser l'habitat d'une libellule protégée. Aujourd'hui, les agents contrôlent l'état de son habitat et des alentours. L'État a demandé aux porteurs de projets de compenser cet impact sur la libellule l'agrément de mercure
en recréant un méandre, donc en amont de l'ouvrage, donc c'est-à-dire en fait une portion de rivière beaucoup plus naturelle, et également en fait d'avoir une gestion écologique de toute la prairie humide qui est aux abords en fait de ce fossé, ainsi que la conversion d'un labour en prairie naturelle. Mais a priori, en fait, tout se passe bien, sachant qu'en fait, nous avons aussi demandé en fait un suivi écologique, c'est-à-dire qu'un bureau d'études spécialisé en environnement va venir en fait les premières années tous les ans, puis tous les 3 ans, pour vérifier à la période de vol que cette libellule est bien toujours présente et que sa population est florissante. Cette opération de contrôle coordonnée avec les différents établissements chargés de missions de police de l'eau et de la nature est une première dans le département du Bas-Rhin. L'objectif principal, c'est d'apprendre à travailler ensemble pour essayer de tirer profit d'abord des différentes compétences des uns et des autres et d'expliquer, de convaincre pour que petit à petit on essaye de préserver notre nature, notre planète et puis essayer de respecter la réglementation. À l'issue de la journée, un bilan sera dressé et permettra aux différentes équipes d'améliorer leur contrôle. Cette opération a pour vocation d'être renouvelée l'année prochaine. Et c'est le coup d'envoi de la première quinzaine des librairies indépendantes aujourd'hui. Sa vocation, mettre à l'honneur le métier du libraire et redonner envie aux gens d'entrer dans une librairie indépendante. Du 3 au 18 novembre, 36 d'entre elles ouvriront leurs portes pour des conférences, ateliers et rencontres avec des auteurs et illustrateurs. Un reportage de Fanny Koutz. La passion de toute une vie. Depuis 27 ans, le quotidien de Jean-Luc Burger tourne autour du livre. Il est libraire à la Bouquinette, une librairie indépendante strasbourgeoise. Indépendante puisqu'elle ne dépend pas d'un grand groupe ou d'un éditeur. Alors que la vente de livres se développe sur Internet de jour en jour, pour Jean-Luc, ce qui fait la force du libraire, c'est le conseil. Ce qu'il faut, c'est que le libraire indépendant, lui, il faut qu'il mette en avant ses avantages par rapport au net. Quand vous habitez à la campagne, au fin fond de la campagne, que la première librairie est à 40 km, c'est peut-être intéressant de commander sur le net. Mais par contre, le livre que vous allez recevoir, que vous avez commandé sur Internet, il va peut-être vous décevoir. Puisque vous l'avez commandé ne connaissant que la couverture, un résumé, peut-être 1 ou 2 articles dans la presse. Alors que si vous allez chez un libraire, le libraire, la plupart du temps, il l'aura lu, puisqu'on lit beaucoup, et donc il pourra vous conseiller en fonction de ce que vous demandez. Il va vous dire, tiens, peut-être c'est pas ça qu'il faudrait prendre, il faudrait prendre un autre. Face à l'émergence des nouvelles technologies, la région Grand Est souhaite mettre en valeur la filière livre en lançant la quinzaine des librairies indépendantes. Une première édition suivie par 36 établissements dans toute la région. La qualité du conseil du libraire, la qualité de la rencontre que vous allez avoir pendant ces quinzaines avec des auteurs qui vont parler de leur livre, mais aussi parler de leur métier, parler de ce qu'ils font, etc. Cela, vous l'aurez nulle part ailleurs, derrière un écran. Il y a des endroits où on vend uniquement des livres et ces endroits sont tout à fait particuliers parce qu'il y a des libraires qui y sont. Durant 15 jours, différentes manifestations seront proposées. À la Bouquinette, les enfants pourront participer à un atelier de papier découpé avec une auteure illustratrice. Et tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. Des chiffres qui tombent à pic. L'ADIRA a étudié le poids de l'Alsace dans le Grand Est au second trimestre 2018. Le Bas-Rhin a le taux de chômage le plus bas des 10 départements de la région. Le Haut-Rhin est lui 5e. L'Alsace à elle seule représente 40% des emplois de la grande région. Plus édifiant encore, les 2 départements alsaciens sont en tête des exportations comme des importations et représentent notamment 55% des exportations du Grand Est. Enfin, c'est dans le Bas-Rhin que se sont créées le plus d'entreprises, plus de 2400 contre 1600 en Moselle et 1250 dans le Haut-Rhin qui est 3e. On va d'abord parler de cette réforme institutionnelle et des annonces faites par Édouard Philippe aujourd'hui à l'hôtel Matignon. Vous avez peut-être suivi ça en direct sur notre antenne. On va en parler avec Jean-Georges Trouillet. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général et porte-parole d'Unserland, le parti alsacien. Et à vos côtés, Bernard Schwengler, vous êtes politologue et membre de l'OVIPAL, l'Observatoire de la vie politique en Alsace. C'est normalement l'heure de la météo, donc je ne sais pas si on a le temps, si on peut regarder la météo ou si on se garde ça pour tout à l'heure. On va commencer avec vos réactions. Bernard Schwengler, pour rappeler les propos d'Édouard Philippe cet après-midi,
Fusion des 2 départements à l'horizon 1er janvier 2021, création par un décret du Conseil d'État d'une nouvelle collectivité européenne d'Alsace, avec évidemment les compétences des départements, plus, je prends mes notes parce que c'est tout récent, des compétences sur le transfrontalier, sur le bilinguisme, sur l'attractivité dans le cadre de la loi NOTRe, et sur la mobilité avec la gestion, on va dire, des routes nationales, dont l'autoroute A35 qui traverse la région. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le cadre qu'on attendait ou est-ce qu'il y a des surprises là-dedans de votre point de vue? Bonsoir. Bien, je trouve que le contenu de la déclaration du Premier ministre présente une grande qualité. C'est qu'elle permet de mettre d'accord des personnes qui, pour l'instant, n'étaient pas du tout d'accord sur l'avenir de l'Alsace. Et notamment, d'un côté, M. Jean Rottner, le président du Grand Est, qui, bien sûr, défend sa région, le Grand Est. Et ses compétences. Et ses compétences, on rappelle, dans cette collectivité, reste dans l'entité Grand Est pour l'instant. Et d'autre part, les présidents des 2 départements, Frédéric Bierry et Brigitte Linkertz. Alors, ils sont tous d'accord par rapport au contenu de cette déclaration qu'ils ont eux-mêmes signée, ce qui semblait assez incroyable encore quand on prenait l'opposition il y a quelques mois. Et je pense que cette déclaration arrive à ce résultat parce que finalement elle est basée sur une habileté qui est la suivante. Bon, en plus du titre Collectivité européenne d'Alsace, qui est un titre évidemment très alléchant et très intéressant, mais l'habileté est la suivante, c'est que finalement cette déclaration prévoit des compétences particulières pour l'Alsace. Donc, puisque ce sera non seulement des compétences départementales, mais également d'autres compétences. Et ça, c'était vraiment une condition qui était mise par les présidents des 2 départements qui ne voulaient pas d'une fusion sèche. Donc, il prévoit des compétences, mais sans utiliser le cadre juridique, normalement, donc, des compétences particulières, sans utiliser le cadre juridique qui est dans la Constitution, qui est prévu pour cela, à savoir le statut particulier. Et là, pour différentes raisons, il y avait d'une part, effectivement, l'opposition de l'Élysée par rapport au statut particulier, ainsi que l'opposition d'autres élus alsaciens. Ce qui fait que finalement le cadre juridique prévu, ce ne sera pas le statut particulier qui est prévu par la Constitution, l'article 78, mais ce sera la différenciation. Ce qui laisse quand même une porte ouverte, il y a des compétences nouvelles et ça laisse la porte ouverte éventuellement à des évolutions futures. C'est une forme de compromis qui permettait de ménager. Exactement, en fait cette déclaration c'est un compromis, c'est un compromis, c'est très clair, mais du coup il y a beaucoup d'incertitudes, parce que la différenciation, pour y arriver, il faudra changer la Constitution, voyez, puisque pour l'instant, il existe déjà un droit à la différenciation, mais que sur une base provisoire. Donc il est prévu une modification de la Constitution. Donc premièrement, effectivement, première question, le président Macron réussira-t-il à faire changer la Constitution, puisqu'il faut l'accord du Sénat, de l'Assemblée nationale, et puis après il faut un vote au Congrès avec une majorité de 60%, donc c'est quand même pas une mince affaire. Et deuxièmement, quel sera le contenu de cette différenciation ? Donc, encore une fois, je dirais qu'en termes d'habillage et de négociation et de compromis, c'est un statut très intéressant, mais je crois que les questions de fond ne sont pas réglées. Ça ne va pas aussi loin que certains le réclamaient, la sortie du Grand Est, des compétences économiques, qui est souvent un peu le nerf de la guerre. Et notamment, effectivement, pour l'économie, le mot n'est pas utilisé, puisque ça, c'est effectivement une grande divergence entre la grande région Grand Est et la future Alsace, ou bien l'ex-Alsace. C'est que, effectivement, M. Bierry et Mme Klinger demandaient l'économie. Or là, visiblement, la région accepte de transférer très peu de compétences, puisqu'on nous a dit... L'économie, le soutien à l'économie aux entreprises reste une compétence de la région Grand Est pour l'instant. Voilà, et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ce ne seront pas des transferts, mais des délégations, ce qui n'est pas la même chose. Un transfert, c'est définitif, alors qu'une délégation, c'est provisoire, vous voyez. Donc, je pense que derrière cette unanimité qui, pour l'instant, semblait un peu de mise et un peu nécessaire, ce grand consensus, des divergences vont réapparaître par la suite. En plus... acté d'ici 2021. Qu'est-ce qui peut se passer durant ces 2 ans d'ici là ? Premièrement, première question, la Constitution sera-t-elle effectivement modifiée dans ce sens ? Vous voyez, donc ça, effectivement, si la Constitution n'est pas modifiée, dans ce cas, il risque de ne pas se passer grand-chose. Vous voyez, donc, effectivement, dans le contenu réel, on ne sait pas... Au bout du compte, ça risque d'osciller. Ça fait un peu penser à un dessin de presse, je crois, ce matin, où grosso modo Emmanuel Macron remet un énorme paquet et tout le monde dit le paquet est très joli, mais en fait on ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura dedans. Il y a toujours la question des moyens aussi, les collectivités ont quand même extrêmement peu de marge de manœuvre. Le financement de toutes ces compétences, il dépend toujours de l'État. Ça c'est toujours un frein, j'allais dire en France, parce que c'est très français effectivement cette centralisation. Oui, alors ça, effectivement, c'est un problème général qui atteint toutes les collectivités. C'est qu'elles ont de moins en moins de moyens, notamment, effectivement, avec la suppression de la taxe d'habitation. Et l'État annonce des compensations, mais en général, les compensations ne sont pas totales. Donc ça, effectivement, c'est encore un autre aspect. Il y a l'aspect juridique, compétence d'après la loi, et puis après, effectivement, l'aspect compétence économique pour pouvoir assurer les compétences selon la loi.
Merci beaucoup pour ces éclairages, Bernard Schwengler. Vous restez bien sûr avec nous, on continue d'en parler avec Jean-Georges Trouillet. Je vous propose d'écouter Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, qui était aux côtés du Premier ministre, au micro de Nora Boiriwa et d'Anna Britz. Pour moi, c'est un moment important que nous venons de vivre aujourd'hui à Matignon, un moment important pour l'Alsace. D'abord, renaissance potentielle d'une collectivité Alsace institutionnelle. Je crois que c'était attendu par les Alsaciens, donc je pense que c'est essentiel. On est là aujourd'hui aux fondations, il faudra bien évidemment construire encore les murs. Reconnaissance aussi, et ça c'est aussi également essentiel, d'une capacité à agir sur un certain nombre de compétences. C'est vrai sur le bilinguisme, c'est vrai sur le tourisme, c'est vrai sur le transfrontalier, c'est vrai dans l'ingénierie de l'économie. Donc on a aujourd'hui de réelles avancées dans ce domaine-là. Je pense que c'était essentiel, à la bonne échelle, à l'échelle alsacienne, là aussi pour répondre à la volonté des Alsaciens, et notamment au secteur économique, au secteur associatif aussi. Troisième élément, un nouveau souffle à l'Alsace à travers la dimension transfrontalière, européenne, rhénane, que confère aujourd'hui cette Eurocollectivité d'Alsace qui devra du coup pouvoir être construite pour 2021. Il semblerait que ça a été assez compliqué pour arriver à un accord, il y a eu beaucoup de négociations. Alors, c'est vrai qu'entre le premier projet il y a 3 jours et celui d'aujourd'hui, il y a eu de réelles avancées. Le travail que nous avons pu construire avec la ministre Jacqueline Gouraud, mais aussi le ministre Blanquer, ont contribué à améliorer la copie. C'est vrai que je dois vous avouer que je n'aurais pas signé. Aujourd'hui, nous signons. C'est qu'un début, il y a encore des marges de progrès à avoir. Il y a ce que la loi pourra nous apporter, mais il y a ce que le droit à la différenciation pourrait aussi nous apporter encore en plus. Donc on poursuit le travail, mais aujourd'hui on a franchi un pas important. Retour en plateau, toujours en direct dans cette édition spéciale de 24 heures en Alsace. Jean-Georges Trouillet, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole et secrétaire général d'Unserland. Vous aviez appelé, vous étiez beaucoup mobilisé contre la réforme régionale. Vous aviez appelé les élus alsaciens à boycotter cette réunion à Matignon. Vous êtes surpris, déçu ce soir, ou vous ne vous attendiez de toute façon pas à grand-chose ? On peut voir finalement cette question et cette annonce de plusieurs angles. Et si on remet un peu tout ça en perspective, il est vrai que maintenant, il y a 4 ans, on nous enlevait la région Alsace et on n'avait rien du tout. Et à cette époque-là, on peut quand même dire que quand même beaucoup d'élus semblaient quand même s'en satisfaire ou accepter cette situation. Et s'il n'y avait pas eu finalement cette prise en main de la société civile et puis nous, en tant que parti, pour porter ces aspirations-là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait rien du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une annonce. Alors, on a un beau nom peut-être. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on finalement on aura une vraie collectivité ou une coquille vide ? On rappelle juste, pour les gens qui nous rappellent, collectivité européenne d'Alsace, fusion des 2 départements et quelques compétences supplémentaires, pas de sortie du Grand Est, peu ou pas de compétences économiques pour l'instant. Alors, comme le soulignait Bernard Schwengler, aujourd'hui il y a une constitution, c'est le cadre qui s'applique, et dans ce cadre qui s'applique, il y a 2 types de collectivités, des collectivités de droit commun, comme les départements, et des collectivités à statut particulier, comme le sont les Paris, Lyon, Marseille et la Corse par exemple. Les collectivités départementales assument des compétences de département. Et si on veut avoir des collectivités qui ont des compétences particulières, il faut créer une collectivité à statut particulier. Ce que nous réclamons depuis longtemps... Et ce qui n'est pas prévu dans ce texte. Ce que réclamaient les conseils généraux. Et aujourd'hui, on voit qu'on nous propose une solution qui s'apparente quand même à un ovni vous dites juridique. Pour l'instant, ça rentre difficilement dans le cadre juridique et constitutionnel, comme disait M. Schwengler tout à l'heure. Pour l'instant, ça paraît un petit peu bancal. Aujourd'hui, on a un nom, un effet d'annonce, mais juridiquement, on ne voit pas comment cela peut fonctionner. On sait ce que c'est une collectivité à statut particulier, c'est ce qu'on demande. Il faudrait une simple loi pour la passer. On n'a pas besoin de révision de la Constitution pour ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Alors, le gouvernement semble faire des pirouettes pour essayer d'avancer sur la question alsacienne, mais n'a pas avancé sur cette question de la collectivité à statut particulier, qui, elle, finalement, a un cadre juridique qui est très clair. Il n'y a pas forcément... nous, on ne voit pas de raison pour laquelle Paris, Lyon ou Marseille peuvent avoir un statut particulier, et pas l'Alsace. Tout le monde convient qu'on a des critères objectifs pour avoir cette collectivité à statut particulier. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Vous dites c'est déjà pas mal, on prend, ou c'est pas suffisant ?
Aujourd'hui, donc, tout à l'heure, M. Berry parlait de la maison qu'on est en train de construire. Aujourd'hui, on a un beau nom, mais les fondations, on ne les a pas encore vues. Les fondations juridiques ne sont pas là. Et je pense qu'on peut être... et on doit être très, très circonspect sur l'annonce qui a été faite, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'hypothèses. La révision constitutionnelle dont on nous parle, celle-là, elle est loin d'être faite, loin d'être actée. Donc... on peut voir finalement dans cet effet d'annonce une reconnaissance du combat qui a été mené par les Alsaciens et puis notamment par Onceland, puisqu'on a quand même incarné ce combat. Mais derrière, le chemin, on a un premier pas, il faut faire encore un certain nombre de kilomètres pour arriver à des choses qui seraient importantes et intéressantes pour l'Alsace. On vous sent un peu mitigé, le calendrier aussi, 1er janvier 2021, ça vous paraît loin, ça vous paraît le délai nécessaire pour construire cette maison? Clairement, si on fait quelque chose, effectivement, il faut quand même du temps pour le mettre en place. Après, il y a une échéance que sont les élections départementales et régionales. Donc voilà, c'est relativement logique qu'il y ait un temps pour mettre tout ça en place. Mais une loi qui créerait une collectivité à statut particulier, celle-là, elle pourrait être prise très rapidement, d'ici la fin de l'année. Voilà. Là-dessus, il y a un Vous dites que ça aurait pu être beaucoup plus simple que ça. Et finalement, la vraie raison pour laquelle on ne fait pas ça, on la lit dans le rapport Marx, c'est une question idéologique. C'est-à-dire qu'on est prêt à donner des statuts particuliers à des métropoles parce que derrière, il n'y a pas de particularité identitaire, mais dès qu'il y a une particularité linguistique ou identitaire, on explique « Ah non, si on vous fait ça, il va y avoir une contagion, comme si c'était une maladie honteuse finalement, de disposer d'un statut, on va dire, d'autonomie dont jouissent la plupart des régions européennes. » Ouais, c'est bien sûr avec nous tous les deux. On continue d'en parler dans un instant. On marque une petite pause avec la météo. On écoutera Jean Rotner, le président de la région Grand Est également. Dans un instant, la météo de Célia d'abord. À tout de suite. Regardez la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet, téléphonie, 100% alsacien. Et passez de bons moments sur la fibre optique Rosas. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour votre bulletin météo du mardi 30 octobre. En matinée, pas mal de passages nuageux sur l'ensemble du territoire, quelques passages d'éclaircies toutefois pour le Haut-Rhin et même du soleil du côté de Fribourg, de l'Aurac ou encore de Bad Krozingen. Côté Mercure, ça reste très frais en matinée, comptez 3 degrés de moyenne un petit peu partout en Alsace, 2 degrés la minimale, ce sera du côté d'Alkirch ou encore de Mulhouse. L'après-midi, du changement, mais pas du bon changement, de la pluie. La pluie s'amène partout sur le territoire, seule la région de Strasbourg restera normalement au sec. Côté Mercure, ça reste frais dans la lignée des jours passés. Comptez 10 degrés la maximale, ce sera pour Wissembourg, 8 degrés la minimale, pas loin du côté de Saverne, et pour le reste du territoire alsacien, on comptera 9 degrés. Voici tout de suite vos prévisions de mercredi dans la journée. Toujours beaucoup de nuages, normalement pas de pluie, mais en tout cas des nuages sur l'ensemble du territoire transfrontalier, de 16 à 17 degrés sur la région du Bade-Wurtemberg et de 14 à 17 degrés de moyenne partout en Alsace. Mardi, nous fêterons les bienvenus au féminin. Le soleil se lèvera à 7h11 pour se recoucher à 17h12 et on perdra encore 3 minutes de soleil. Voilà, je vous laisse en compagnie de Sada dès demain et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! C'était la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet et téléphonie 100% alsacien. Retour en plateau et toujours en direct dans ce 24h en Alsace spécial consacré à l'annonce par Matignon de la fusion des deux départements alsaciens et de la création de cette collectivité européenne d'Alsace à l'horizon du 1er janvier 2021. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean Rotner, le président de la région Grand Est, qui était aux côtés du Premier ministre cet après-midi. Écoutez, c'est un accord qui vient de loin, qui, je crois, illustre le travail qu'on a été en capacité de faire entre territoires, qui marque aussi l'engagement fort de l'État dans une manière de concevoir son rapport aux collectivités. C'est ça ce qui est intéressant. Il y a une forme d'innovation. Comme l'a dit à l'instant le Premier ministre, la région Grand Est, à la fois dans son contour administratif et dans son contour de compétences, est totalement respecté. Donc moi, c'est un accord qui me va bien. On a l'impression que la région n'a pas lâché grand-chose. C'est un peu ce que vous reprochez les départements. Aujourd'hui, ça va mieux entre vous et les départements? C'est pas une question de qui lâche quoi. C'est une question aujourd'hui de projet, d'envie de faire avancer un territoire, chacun dans ses responsabilités. Je crois pas que j'ai lâché quoi que ce soit ou que j'ai perdu quoi que ce soit. Les départements, de la même manière. Nous avons collectivement tous gagné et c'est dans cette action qu'il faut voir cette fusion des départements. Elle est voulue par la population, nous le savons. Il y a un impact fort
dans la population alsacienne. Aujourd'hui, il se concrétise par cette fusion de départements. On peut en être heureux, il répond à une attente, mais au-delà de l'attente, il y a un projet politique, il y a un projet de développement du territoire qu'il veut savoir mener. Oui, mais pendant des semaines, on a entendu des élus dire qu'ils voulaient des compétences régionales. Donc là, c'est pas le cas. Mais ça, il faut le demander aux élus qui ont affirmé ces choses-là. Moi, non, je crois que c'est encore une fois, moi, je me situe pas dans une vision de sauver des meubles. Je suis président de région. J'ai 10 départements aujourd'hui à gérer, avec lesquels j'ai des relations de travail au quotidien. Cet équilibre se doit d'être respecté et se doit être respecté dans toutes les régions de France. Il y a là un projet particulier de fusion entre 2 départements qui se réalise, avec des compétences particulières, des compétences nouvelles. Moi, j'espère qu'en tout cas, elles apporteront à la région Grand Est, comme la région Grand Est apportera à cette nouvelle collectivité. Voilà pour la réaction de Jean Rotner, le président de cette région Grand Est. Et après-midi, négociations qui ont été difficiles. Il y a eu beaucoup de retard dans les différentes discussions. Roland Ries, le maire de Strasbourg, est parti un petit peu en claquant la porte avant la fin. Écoutez d'ailleurs également à la sortie de Matignon, Brigitte Klinkert, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Écoutez, je suis vraiment très heureuse parce que c'est un grand jour pour l'Alsace, c'est même un jour historique. L'Alsace revient même par la grande porte. En effet, l'Alsace n'existait plus, l'Alsace renaît. L'Alsace n'était plus prise en compte dans le cadre de ses spécificités. Là, elle est à nouveau prise en compte dans le cadre de ses spécificités. L'Alsace n'avait plus de capacité à agir. L'Alsace va retrouver des compétences qui lui seront particulières et spécifiques. Et il faut dire que le gouvernement a signé aujourd'hui une déclaration qui est importante pour nous, qui nous permet de créer une collectivité européenne d'Alsace, qui est une collectivité unique, qui est une collectivité innovante, ouverte sur ses voisins allemands et suisses, et qui aura des compétences particulières dans le domaine du transfrontalier, dont elle sera chef de file, dans le domaine de l'apprentissage des langues, dans le domaine du tourisme, les routes nationales qui vont lui être transférées, donc de réelles compétences qui demain vont permettre à la collectivité d'Alsace d'avoir une réelle capacité à agir et d'être, j'ai envie de dire, le phare européen de l'innovation de la France en Europe. Concrètement, la suite, c'est quoi ? Concrètement, la suite, c'est encore du travail. Là, il y a une déclaration qui est une étape importante, puisque ce sont les 2 départements, la région et l'État, qui ont signé cette déclaration. Là, il va falloir maintenant travailler sur les outils juridiques à mettre en place, et il va falloir que les 2 départements délibèrent pour créer le support juridique qui va permettre la création de cette collectivité Alsace. Ça, c'est la première chose qui devra être faite. Concomitamment ou très vite après, ce sera un décret qui prendra acte de ce nouveau support juridique. Et enfin, une loi qui va donner des compétences à la collectivité européenne d'Alsace. Voilà pour la réaction de Brigitte Klinkert. Jean-Georges Trouillet, pour conclure, c'est quoi ? Il va falloir maintenant quoi ? D'abord discuter entre vous, entre Alsaciens, entre Jean d'Unserland, pour voir la suite de la position à tenir. Quand on voit la guéguerre déjà que se font certaines villes entre Strasbourg, Mulhouse, Colmar, pour avoir le siège de cette future région, ça vous met en confiance ? Le siège est une question futile. Ce qui est important, ce sont les compétences. Nous, on veut une collectivité à statut particulier et une sortie du Grand Est. Sur ce point de vue-là, le compte n'y est pas. Il y a 84% des Alsaciens qui veulent sortir du Grand Est, et aujourd'hui, il n'y a eu aucune avancée là-dessus. Il y a d'autres problèmes qui sont liés aux compétences qui sont assumées par la région, pour lesquels on n'a pas de réponse. La formation professionnelle, faire du bilinguisme sans la formation professionnelle, c'est quand même compliqué. Le ferroviaire, l'aménagement du territoire, la question finalement d'améliorer l'organisation démocratique de cette collectivité, finalement, ça continuera à fonctionner comme un département. Et la question du droit local, aujourd'hui, est découplée, alors qu'on pense qu'elle devrait être réunie avec la question de la collectivité alsacienne. Et après, dernière question, c'est que deviennent les services déconcentrés de l'État ? Alors tout à l'heure, visiblement, on nous dit qu'ils ne bougeront pas. Alors ça, c'est un vrai problème, parce que va devenir le rectorat ? Est-ce qu'on aura finalement quand même un rectorat Grand Est ? La culture, les sports, la santé, est-ce que tout ça va rester finalement à l'échelle du Grand Est ? Ce sont des sujets qui touchent le quotidien des Alsaciens et pour lesquels il faut des réponses. Et là, aujourd'hui, on nous explique que finalement, rien ne va changer. À suivre, évidemment, on aura le temps évidemment de consacrer différentes émissions à tous ces travaux 1er janvier 2021. On rappelle l'horizon pour cette nouvelle collectivité alsacienne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur plateau ce soir. On va parler sport avec Marine, comme chaque lundi, juste après cette courte page de pub. Restez avec nous, à tout de suite.
Retour au plateau dans ce 24 heures en Alsace, c'est le lundi, on parle sport, évidemment, c'est parti. Bienvenue dans Top Sport, au programme aujourd'hui du sport auto avec une découverte particulière, le slalom. On parlera aussi rugby avec notre invité Pierre Sourbès. Bonsoir, vous êtes le président du rugby club de Strasbourg. Un club un petit peu ressuscité, vous venez avec de bonnes nouvelles tout de même qu'on a appris déjà des meilleures, oui. Ce matin. On va en parler tout à l'heure. On fait d'abord un petit détour par le foot, Mathieu. Ouais, très rapidement, regardez ces images du Racing qui joue à Guingamp ce week-end. Ça va toujours bien pour les Alsaciens, même si sur ce joli mouvement collectif Guingamp et Guingamp, lanterne rouge du championnat, qui ouvre la marque par Nicolas Bénézé après 6 minutes de jeu. Le Racing qui obtient un penalty sur cette main du défenseur guingampais, penalty manqué par Kenny Lala ou arrêté par Johnson, comme vous voulez. Et le Racing à la 88e minute qui va arracher le point du match nul sur cette reprise de Kevin Zoe, le jeune, 21 ans, premier but chez les pros pour l'une des révélations strasbourgeoises de la saison. Strasbourg arrache donc le match nul, un but partout. 4e match sans défaite pour les hommes de Thierry Loret, série en cours. Et le Racing toujours à une très jolie 7e place au classement, 9 points d'avance toujours sur les premiers relégables. Tout va bien pour les Strasbourgeois qui accueillent Lille en Coupe de la Ligue demain soir à la Méno. Et en championnat, réception de Toulouse ce samedi, Marine. Puis on va passer avec une très bonne nouvelle avec Sébastien Loeb, l'Alsacien, qui a fait un exploit ce week-end. Regardez ces images, il a remporté son 79e trophée de sa carrière. Ça se passait en Catalogne. C'était 5 ans après sa dernière victoire en rallye. Regardez-le sur ces images avec sa Citroën. D'abord 3e au classement général après la 2e étape. C'est grâce à un coup tactique qu'il est passé en tête. Il a choisi des pneus durs, ce qui lui a permis de rouler plus vite que ses rivaux qui avaient opté pour des plus tendres. Il est passé premier à 2 secondes et 9 dixièmes du second Sébastien Ogier, son concurrent. À 44 ans, Loeb reste plus que jamais dans la compétition. Il est quand même pas loin d'un record, 46 ans pour le plus âgé de l'histoire, le vainqueur le plus âgé de l'histoire. À suivre, le dernier rallye de la saison, ça se passe en Australie du 15 au 18 novembre. Avec la lutte pour le titre, mais sans Sébastien Loeb pour ce coup-ci. On va parler basket avant de passer au rugby avec Pierre Sourbès, notre invité, prendre des nouvelles du rugby club de Strasbourg. Les images de la SIG qui jouait ce week-end, belle semaine pour les Strasbourgeois qui s'étaient imposés au Beşiktaş d'Istanbul mercredi en Champions League, qui recevait Gravelines. Regardez ces images, ça se passait samedi au Rhenus. Gravelines en bleu, une des équipes en forme qui étonne et qui détonne dans ce début de championnat. Même Sigo était content au Rhenus, salle quasiment pleine. Les Strasbourgeois qui ont livré un match plein extrêmement serré, aucune équipe n'a jamais réussi à creuser d'écart. Mardy Collins, la petite spéciale, l'américain à hauteur d'une bonne série après un passage difficile, 21 points pour lui. Quentin Serron également a fait le job. Les Strasbourgeois sont en tête d'une courte longueur, 44-39, plus 5 à la mi-temps pour les hommes de Vincent Collet. Les Strasbourgeois qui enregistraient aussi le retour au Rhenus. Premier match pour lui, Youssouf Afal, le pivot géant, a compilé lui aussi une vingtaine de points. En face, l'efficacité d'Alain Kofi, un des vétérans du championnat, 35 ans bientôt. Gravelines est toujours dans le coup. Gravelines passe même devant en toute fin de match. Les deux équipes multiplient les égalités, mais les Strasbourgeois vont assurer le coup en attaque. Quentin Serron une nouvelle fois. 17 points pour le Belge. Et puis cette bonne défense dans les toutes dernières secondes. Flo Pietrus, le point serré et rageur qui remporte une possession importante. Les Strasbourgeois font le job pour finir au lancer franc. Victoire finale 90-84 pour les coéquipiers d'Ali Traoré. Écoutez la satisfaction de leur coach Vincent Collet. Pour l'instant, on trouve un peu les joueurs par intermittence, mais c'est le lot d'une équipe qui n'est pas encore totalement à sa plénitude. Voilà, on se cherche encore, c'est le début de saison, on a tout reconstruit, on a une équipe qui est neuve, donc il faut nous laisser un peu de temps pour monter, mais ce qui est important, c'est de savoir arracher les matchs, parce que ça se travaille pas. Le caractère, l'état d'esprit, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, et là, très clairement, on l'a, et ça, c'est vraiment une chose très positive. La SIG en double déplacement cette semaine, déplacement en Champions League, la Klaipėda en Lituanie, une des grosses équipes du groupe et chez le champion de France Morceau. Ça sera samedi. On va passer au rugby avec Pierre Sourbès. On est passé par tous les états pour les suiveurs du rugby en Alsace et du rugby club de Strasbourg. Le club qui était en Fédéral 1 est reparti une division en dessous cette année. Le club avait des difficultés financières. Vous avez repris à 2 la présidence du club avec un gros déficit. Il y a eu incertitude sur l'avenir du club tout simplement. Vous avez même dû déclarer forfait lors d'un déplacement à Épernay il y a une quinzaine de jours. Vous étiez ce matin chez l'administrateur judiciaire chargé de suivre la situation financière du club avec, a priori, des bonnes nouvelles, l'aventure continue. J'étais chez l'administrateur et même au tribunal qui a donné son feu vert pour la continuation.
Vu que ces dernières semaines, il y a eu quand même des progrès significatifs dans l'entente des hommes et de ceux qui s'intéressent au club. On va dire les partenaires, pour faire simple, et les partenaires et les financeurs qui sont tombés d'accord sur l'avenir du club. Personne ne veut voir ce club disparaître. Ainsi d'ailleurs que la ville de Strasbourg, qui nous a apporté son soutien grâce à Serge Lair. Qui a mis un peu d'huile dans les rouages. Ça a servi à mettre de l'huile dans les rouages, sûrement, et on peut la remercier de l'intérêt qu'il porte à ce sport. Pour faire simple, un club comme le vôtre, l'équipe pro, c'est géré par une société qui peut ça pourrait être géré. Actuellement, ça l'est l'est pas. Ça l'est pas. Nous sommes toujours en association. Mais l'avenir, il faudra un jour que l'on passe par la gestion d'une SASP ou de l'équivalent pour gérer une équipe pro. Les garanties aujourd'hui, c'est que la saison continue. Vous irez au terme vous avez les garanties pour aller au terme de cette saison. J'ai déjà les garanties pour aller jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire 2019 en tout cas. Nous travaillons, je pense actuellement bien. Les avancées se font étape par étape, d'une manière assez constructive. On est arrivé à tous à se parler, à arriver à avoir le point commun de le club nous intéresse, on veut que ça vive. Parce qu'il y a 15 jours, ce club il y a 15 jours était condamné, on n'y croyait pas. Oui, enfin, ça c'est les fake news, vous savez, c'est aussi beaucoup de... les joueurs eux-mêmes avaient beaucoup de mal à se projeter sur le match 8 jours plus tard. Et c'est normal, ils ont pris un coup au moral. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense tout simplement on est passé un petit peu à côté du match ce week-end. C'était leur journée de décompression, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas décompressé. Ils avaient montré qu'ils étaient capables de battre quasiment tout le monde. On va en parler. On continue d'en parler dans un instant. Marine, justement, le Racing, le rugby club de Strasbourg, ça c'est un lapsus de l'historique du club, qui recevait Nuits Saint-Georges dimanche. On a repris la place. Le retour était au terrain, Marine. Oui, c'était pour la 7e journée du championnat. Il jouait contre Nuits Saint-Georges. Regardez ces images. Le leader du championnat. Après un essai dans les deux camps, l'avantage a rapidement tourné en faveur des Bourguignons. La faute à un enchaînement de pénalités pour Strasbourg. Moins 12 déjà à la mi-temps, et puis le vent qui ne facilite rien. Gênés par la défense des Bourguignons, les Strasbourgeois ont du mal à concrétiser. Nuits Saint-Georges distance définitivement Strasbourg sur cette action. Regardez, alors que les Alsaciens sont dans leur propre camp, les Nuitons remontent le terrain et prennent le large 14-30. Malgré les 7 points inscrits en fin de match, c'est une première défaite à domicile 21-30 pour Strasbourg, qui est actuellement du coup 4e au classement. Est-ce que cette défaite a été influencée par les joueurs qui étaient mentalement touchés par la situation du club? On ne peut pas le reprocher, c'est logique. Et d'ailleurs, j'ai lu ce journal ce matin dans la presse qu'un de nos joueurs a dit que c'était la première et dernière défaite. Donc je prends cette affirmation d'une manière positive. Je pense qu'ils se sont remis maintenant en cause et je pense que les prochains adversaires, ça sera un peu plus dur pour eux. Quelle perspective vous pouvez fixer à cette équipe maintenant? Ça veut dire que les joueurs, tout simplement, vont garder leur travail, c'était leur première inquiétude. Oui, absolument. C'est aussi notre objectif premier, de conserver ces joueurs qui jusqu'à présent ont donné vraiment le maximum. On n'a rien à reprocher à ces gens-là. Notre objectif, c'est à travers eux de continuer le club, bien entendu. C'est-à-dire et terminer dans les 4 premiers cette année pour espérer jouer les qualifications. Mais ça, c'est notre débat que nous aurons avec la Fédération française de rugby. Oui, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Vous restez bien sûr avec nous, Pierre Surbès, parenthèse basket. On va jeter un œil de ce qui se passait du côté de Gris. Gris Oberhofen, le promu en Pro B, choc au sommet, en tout cas superbe affiche. Regardez ces images, ça se passait vendredi soir. Gris qui recevait Orléans, un ancien club de Pro A, un des gros morceaux du championnat. Et les Verts dans une salle quasiment comble qui ont régalé leur public. Orléans, comme dit, gros bras du championnat, mais qui subit la loi des Verts. Regardez cette passe façon quarterback. Les vagues vertes ont continué de déferler. C'est le jeu ultra offensif des Grissois qui vont passer pour la 2e fois de la saison à domicile en 2 matchs la barre des 100 points. Ça a enquillé dans tous les sens 35 shoots à 3 points pris par les Barinois avec 50% de réussite. Gris qui est en tête à la mi-temps, qui aura plusieurs fois l'occasion de creuser un petit peu l'écart, mais Orléans reste à chaque fois au contact et les Grissois vont se faire surprendre dans cette fin de match où il va être difficile de trouver des shoots. Orléans va monter en niveau. Orléans leader invaincu du championnat. Gris qui s'accroche jusque dans les toutes dernières minutes. On n'est qu'à 5 petits points.
À 1 minute de la fin, mais le métier et l'expérience du leader orléanais aura raison finalement de la vaillance des Barinois qui s'inclinent 107-102, c'est un score de NBA. Le bilan de Gris pour l'instant, une victoire, 2 défaites, rien d'alarmant. L'entraîneur de Gris, lui, quand vous lui dites que c'est une bonne performance d'accrocher le leader, il n'est pas content du tout. Oui, on est au niveau d'Orléans, c'est bien, on est au niveau d'Orléans, mais on perd ce soir. Eux, ils sont à 3-0, nous on est à 1-2. Voilà, donc on n'est pas encore au niveau d'Orléans en fait, quoi. En fait, je suis énervé parce qu'ils se gâchent eux-mêmes finalement un plaisir en fin de match qu'on aurait dû avoir si on était un petit peu plus rigoureux, discipliné. Et je suis vraiment énervé contre ce soir, quoi. Allez, il y aura encore de belles soirées de basket à Gris. Pierre Surbès, très rapidement. Oui. Le rugby club de Strasbourg est vivant, c'est tout ce qu'on a envie de retenir aujourd'hui. C'est quand même un grand ouf de soulagement. C'est un grand ouf de soulagement pour nous, pour tous les jeunes aussi dont on s'occupe dans le quartier, dans les écoles, puisque je dois quand même rappeler qu'on intéresse chaque année 4000 jeunes au rugby sur Strasbourg. Ça aussi, c'est sûrement une des choses qui ont été prises en compte par la ville de Strasbourg. Et nous comptons continuer à propager notre message du rugby sur Strasbourg, parce que Strasbourg mériterait quand même aussi d'avoir une équipe de rugby de bon niveau. C'est compliqué d'instaurer le rugby dans le Grand Est et en Alsace. C'est compliqué, mais bon, il y a d'autres choses compliquées. Allez, on suivra évidemment ça et puis on parlera du terrain parce que c'est vrai que les joueurs ont aussi été exemplaires et continueront à faire le job. Merci beaucoup Marine. On se retrouve lundi prochain pour parler de sport et puis vous gardez votre sujet slalom auto sous le coude. On vous proposera ça lundi prochain. Excellente soirée à toutes et à tous. On reparlera de ce projet politique pour l'Alsace demain avec Lionel Augier. Salut.